Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la politique CNet LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Aude Baron, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du Plus, le site du Nouvel Obs, et évidemment une habituée de l'émission. À vos côtés, Benoît Thiolin. Bonjour. Bonjour, vous êtes le patron de l'agence web La Net Squad et le président du Conseil national du numérique. Et on est content de vous avoir ici, vu votre emploi du temps de ministre. Oh non, faut pas exagérer. Mais merci en tout cas de m'accueillir. On est très content et ensemble nous allons donc revisiter l'actu de la semaine. 100 000 tweets émanant de 15 000 sources, le hashtag ConfPR au top des tendances dans le monde, retransmise en direct par CNN et BBC News. La conférence de presse de François Hollande a fait un carton sur Twitter. Et c'est bien évidemment la supposée relation, comme il faut dire, entre Julie Gaillet et le président qui enflamme le web. Vie privée, affaires publiques, black potage et ras-le-bol médiatique, chacun y va de son commentaire. Benoît Thiolin, ça a été donc un carton plein, cette conférence de presse de François Hollande sur les réseaux. Ça commande toujours, mais là, évidemment, vu le contexte... Non, c'est clair, on a senti... Enfin, moi, effectivement, j'ai pris un peu le temps, pas les 3 heures, parce que je pense que c'était quand même difficile pour beaucoup de gens de le suivre dans l'intégralité. Mais c'est vrai qu'on a senti qu'il y avait quand même un coup de projecteur fort sur les médias sociaux, beaucoup plus que d'habitude une conférence de presse d'un président de la République, ça c'est clair. Et puis c'était retransmis en plus en direct, comme je le disais, par CNN, BBC News, plein de chaînes Quand vous regardiez d'ailleurs les sites d'infos, les principaux sites d'infos européens, que ce soit Die Zeit en Allemagne, El País en Espagne, The Guardian, la BBC, tous faisaient leur une sur François Hollande et cette conférence de presse, mais non pas sous l'angle économique ou du pacte de responsabilité dont il se fiche pas mal, mais évidemment sur l'affaire Gaillet, et tout le monde n'attendait qu'une chose, c'était de savoir comment il allait réagir. Tout le monde attendait la question. Alors c'était extrêmement codifié, puisque c'est le président de l'association de la presse présidentielle qui avait évidemment dealé avec l'Élysée de poser la question pour qu'après ça soit évacué. Il s'est même flagellé après sur Twitter en disant mais que Albert Londres me pardonne. Ça c'est vraiment typiquement français. Pour les anglo-saxons, c'est un peu... Alors c'est vrai qu'il y a toujours une tendance en France à avoir une relation des journalistes avec les politiques, on va dire, avec un peu plus, ou disons emprunté d'un peu de déférence par rapport à ce que connaissent les anglo-saxons, et moi je suis plutôt parmi ceux qui le regrettent. Cela étant dit, sur ce sujet-là en particulier, là pour le coup, moi j'assume ma culture française, je pense que la protection de la vie privée dans ce pays est quelque chose de plus important que la manière dont ça peut être déballé en Angleterre ou aux États-Unis. Et donc sur ce cas en particulier, le fait qu'ils aient commencé pour que ça, nécessairement ça ne pollue pas l'ensemble ensuite du débat, même si sur les médias sociaux ça a très largement pollué les débats, ça c'est une évidence. Ça me choque beaucoup moins. Je suis plus choqué parfois sur la manière dont les journalistes peuvent ne pas insister sur des questions que les politiques évacuent un peu facilement. En même temps, il n'y a pas de droit de relance dans ce genre de conférence de presse. Alors ça aussi, c'est quand même très particulier. C'est vrai que c'est un peu particulier, mais en même temps, c'est aussi la configuration de ce genre de conférence de presse, c'est-à-dire où il y a vraiment un énorme parterre. Effectivement, il n'y a pas d'échange. Alors c'est vrai qu'à la Maison-Blanche, quand il y a les conférences de presse, elles sont sur un mode où il y a effectivement un droit de relance. Moi, je le regrette. Je pense qu'effectivement, c'est des choses qui devraient évoluer. Pour revenir sur ce que disait Benoît sur est-ce qu'il fallait en parler ou pas, là-dessus, moi je trouve que François Hollande, quelque part, a donné le top départ pour qu'on en parle, et quelque part, il a tendu le bâton. C'est en fait que la semaine dernière, nous, dans les rédactions, quand Closer est sorti, on s'est dit dans un premier temps, on ne réagit pas, parce que c'est une affaire privée. Et c'est quand François Hollande a réagi, où l'affaire est devenue publique, et du coup, nous, on a pu angler, non pas sur... Il y a une supposée relation, parce que ça, on est d'accord, atteinte à la vie privée, mais sur François Hollande réagit. Et du coup, quelque part, ça devenait une affaire publique. C'est possible, ça vous honore au Nouvel Obs. Mais dans l'ensemble de la presse, dans l'ensemble de la presse, ça a été ça. Ouais, enfin, et le vendredi matin, tous les titres, c'était François Hollande riposte, et c'était non pas du tout anglais sur Closer sort. J'ai quand même du mal à imaginer que sans le communiqué de presse personnel de François Hollande et non pas du président de la République, la presse se serait dit, eh bien non, nous n'en parlons pas. Très honnêtement, ce sera le plus j'ai
j'ai un peu du mal à l'imaginer. Je pense qu'on serait allé beaucoup plus lentement. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début de cette affaire, la presse finalement reste assez discrète, la presse traditionnelle, Le Monde, les grands titres, mais sur le web, Aude, alors là, ça enflamme tout de suite, hein, l'allumette prend. C'est parti extrêmement vite, et ce qui est intéressant de voir, c'est le décalage entre les déclarations des Français, où on a pu voir ce fameux sondage dimanche dernier, où plus de 3 Français sur 4 disent « ça relève du domaine de la vie privée, ça ne nous regarde pas ». Très bien, c'est tout à leur honneur. Cela dit, quand on regarde d'une part les stats sur les sites d'infos, par exemple sur le plus du Nouvel Obs, mais elle prend toute la place cette affaire et c'est largement les articles les plus lus. Et quand on regarde aussi les tendances sur Google, où là du coup on est vraiment sur un espace grand public, donc l'affaire est sortie vendredi il y a 8 jours. Le vendredi matin à 9 h, donc le journal était à peine sorti, Julie Gaillet était déjà en tête de Google Trends, c'est-à-dire des requêtes sur Google sur 24 heures. Et ce matin même, si on regardait l'outil qui s'appelle Google Insight, donc qui permet de voir les requêtes qui connaissent la plus forte progression sur 7 jours. Donc sur 7 jours, c'est une période qui permet de prendre un petit peu de recul. Les mots Hollande, Gaillet, Trierweiler et Closer monopolisent les 10 premières places. Il n'y a aucun autre sujet qui est dans le top 10. Alors Benoît, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de dire c'est de la vie privée, on n'en parle pas, on voit bien que la presse du monde entier en parle. Bien sûr. Cela dit, les débats sont très jésuitiques de toute façon sur ce sujet, parce qu'on dit on ne parle pas de la partie privée, mais on parle uniquement de la sécurité du président, parce que ça, pour le coup, c'est un sujet régalien. Bon, je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie en réalité dans la manière dont on aborde, et puis il y a une schizophrénie générale en fait. C'est que même si tout le monde considère, et nous trois certainement les premiers, si tout le monde considère que c'est de l'ordre de la vie privée, je pense qu'il y a peu de gens globalement qui approuvent ce que Closer a fait. Malgré tout le monde se rince l'œil. Et à partir du moment où il y a des photos qui circulent, évidemment, on va tous aller les voir. Et même moi, qui considère que c'est une chose qui n'aurait pas dû être révélée par Closer, je pense vraiment que là, ils ont franchi la ligne rouge. Cela étant dit, je reconnais que je suis quand même allé voir les photos. C'est une évidence sur Internet. Et c'est assez normal, au fond, on est assez humain, qu'on soit dans ce type de schizophrénie. Cela étant dit, il y a quand même un vrai sujet. À partir du moment où c'est la presse traditionnelle qui le publie en premier, ça donne tout d'un coup un effet de diffusion sur les médias sociaux qui est extrêmement élevé. Effectivement, après, on ne peut pas revenir là-dessus. Mais ça pose quand même la question, effectivement, de la responsabilité de ce titre de presse. Alors, mais la rumeur était déjà sur les réseaux sociaux depuis des mois. C'est pas des photos, c'est pas la même chose. Mais c'est intéressant de voir quand même, justement, on est dans une société aujourd'hui qui est complètement transmédia. Et donc, ce qui est intéressant, c'est justement ces allers-retours, cette espèce de synchronisation entre les médias traditionnels et les nouveaux médias. Et on voit bien que quand même, tant que ça reste à l'état de bruit et de rumeurs sur les médias sociaux, c'était quand même très bas. On était très très en dessous de ces statistiques-là. Et à partir du moment où ça passe sur les médias traditionnels, c'est comme si d'une certaine manière, il y avait une barrière qui tombait. Et ensuite, évidemment, on s'engouffre là-dedans. Mais ce qui a changé tout, c'est la photo. Parce que finalement, même sous l'époque de Nicolas Sarkozy, il y avait des rumeurs qui sont restées sur les réseaux sociaux ou sur des sites relativement confidentiels. Et la presse généraliste n'en a jamais parlé. Oui. Sauf que là, il y a eu des photos. Il y a quelque chose quand même d'étonnant, c'est quand même, il faut quand même se rappeler, il n'y a pas de photo de François Hollande avec Julie Gaillet. On le voit en bas. Non mais je veux dire, c'est quand même un truc assez marrant. On le voit avec un casque. Oui, alors voilà, d'où les blagues. D'où toutes les blagues. Ensuite, le web évidemment raffole de ce genre de choses et des détournements hilarants sur le net. Mais bon, je pense qu'il faut quand même, si on replace un peu ça dans le contexte, il y a eu des débats d'ailleurs assez forts entre la presse française et la presse anglo-saxonne, des journalistes qui se sont répondus par édito interposé. Je me souviens d'avoir entendu un journaliste anglais déclarant, à partir du moment où moi en tant que contribuable, je paye le salaire du Premier ministre, je veux savoir quelle est la couleur de son slip. Moi, je suis choqué de ce genre de culture journalistique et du rapport à la vie privée dans le monde anglo-saxon. Il y a des tas de choses que j'aime dans le monde anglo-saxon et dans le journalisme à l'anglaise. Ce droit de réponse, je me souviens d'un journaliste qui avait posé 12 fois la question à Tony Blair sur la véracité des armes de dissuasion massive en Irak. Ça honore la presse anglaise. Très honnêtement, ce qu'on a vu là, ce déballage-là, à mon avis, ne l'honore pas. On n'a vraiment pas plus beaucoup de temps, Aude, quand même sur la teneur des discussions qu'il y a eu et qu'il y a encore sur les réseaux sociaux à propos de cette affaire. Il y a toute une palette en fait. Il y a ceux qui s'offusquent, un peu hypocrites. Il y a ceux qui alimentent la rumeur. Vous, qu'est-ce que vous constatez sur le plus et sur les réseaux ?
C'est que globalement, en fait, cette histoire, elle balaye plein de terrains et je pense que c'est pour ça qu'elle prend autant de place. C'est qu'on se pose des questions, bien évidemment, déjà déontologiques. Du point de vue des journalistes, nous, ça nous pousse à nous remettre en question. Et c'est vrai que même vendredi dernier, quand on disait faut-il en parler ou pas, après, on va faire des papiers pour dire faut-il en parler, mais parce que nous, c'est une question qu'on se pose au quotidien. Et je pense qu'on va continuer de se poser, et même quand là, ces derniers temps, il y a eu encore des rumeurs qu'on n'évoquera pas sur ce plateau. Mais nous, c'est notre devoir de se dire il y a le devoir de l'information, mais en même temps, voilà, où s'arrête la vie privée, vie publique. D'un point de vue politique, d'un point de vue institutionnel, voilà, quelle est la frontière entre la vie privée et la vie publique? Du coup, ça pose une question de mœurs, ça pose une question juridique. Enfin, voilà, donc ça brosse tellement d'angles différents, et c'est pour ça aussi que le sujet perdure, c'est qu'on peut continuer indéfiniment. Et on va continuer, je pense. Il y a des chances que ça continue si la presse people, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'ennemi de François Hollande actuellement, c'est pas l'UMP. C'est la presse people. Et quand même, 2 fois d'affilée qu'il fasse la une de Closer, c'est un phénomène qui est assez intéressant, d'autant que quand on a beaucoup vu, notamment sur les réseaux sociaux, la droite et la gauche s'affronter. Et c'est vrai que quand on voit certains qui comparent François Hollande à Sarkozy, il y avait quand même une énorme différence. C'est que Nicolas Sarkozy, il mettait beaucoup en avant sa vie privée. Alors après, on aimait ou pas le style. La seule différence, c'est que c'était maîtrisé, c'était orchestré. Tandis que là, François Hollande, il subit un peu toutes les révélations de la presse people. Et il faut s'attendre, j'imagine, à d'autres révélations. Là, on est dans un feuilleton, dans un storytelling. Hein. Oui, c'est probable. Et puis je vous dirais, d'un point de vue médiatique, j'attends le jour où, en fait, le même cas se posera, mais non plus publié par un organe de presse, mais par un blogueur qui, dans la rue, aura filmé ce genre de choses. C'est pas encore arrivé, mais très honnêtement, un jour, ça arrivera. Ça arrivera. Elle pétille, elle pique parfois, mais nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressa qui, chaque semaine, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors, ça va être coup de gueule? Ça va être un coup de gueule, oui. C'est le genre d'application dont Apple aurait pu se passer. Alors, je ne vous parle pas de celle qui permet d'ajouter des moustaches à vos portraits. Celle-ci pourrait limite être considérée comme d'utilité publique, comparée à celle dont je vous parle aujourd'hui. Il s'agit de chirurgie esthétique et chirurgien esthétique et clinique version Barbie. Oui, vous avez bien entendu, une application pour s'essayer à la chirurgie esthétique sur la célèbre poupée. On explique aux petites filles que Barbie a tellement de kilos en trop qu'aucun régime n'y fait rien. Mais pas de panique, il existe une opération nommée liposuction. Quelques petites incisions et magie, Barbie deviendra belle et mince. Une application destinée aux 9 ans et plus, lancée il y a un an par Apple. Et si on en parle aujourd'hui, Lise, c'est parce que l'appli a été retirée de l'App Store. Alors, c'est pas parce que la marque à la pomme s'est réveillée au bout d'un an en se disant « Tiens, elle n'est pas un petit peu scandaleuse, notre application ?» Non, c'est grâce à la mobilisation des internautes. Sur Twitter, le compte Everyday Sexism, sexisme au quotidien en bon français, a suggéré à ses plus de 117 000 abonnés de faire part de leur mécontentement. Envoyez un tweet à iTunes si vous pensez qu'ils doivent arrêter de proposer cette merde aux 9 ans et plus. Alors, des milliers d'internautes ont suivi le mouvement et Apple a dû retirer son application. Ce collectif anti-sexisme a également fait plier Google Play qui proposait une application du même genre, intitulée Chirurgie plastique pour Barbara, qui venait en aide à Barbara, qui aime manger beaucoup de hamburgers et de chocolat et qui maintenant se trouve laide. Parce que oui, Twitter sert à ça aussi, à lancer des alertes et à faire plier parfois des géants de l'industrie informatique. Alors cette histoire, c'est peut-être à la fois comme ça et comme ça, puisque c'est quand même une appli détestable, juste en un mot, et puis en même temps, les réseaux sociaux peuvent, comme le dit Lise, faire plier les géants du net. Bah oui, ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que sur Internet, il y a le meilleur et il y a le pire. Le pire, c'est cette application absolument affreuse. Et puis le meilleur, c'est que les gens peuvent se mobiliser comme jamais ils ont pu le faire et faire tordre le bras à des géants d'Internet. Et puis d'une manière générale sur les réseaux sociaux, on observe de toute façon souvent une autorégulation où du coup les internautes vont venir dénoncer un élément faux ou justement se mobiliser comme ça. Et c'est ça qui en fait tout l'intérêt. Il y a aussi donc des bonnes choses. Oui, aussi. Merci à tous les trois. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en VOD sur publicsena.fr. Et puis j'attends vos commentaires, vos facéties sur mon compte Twitter. À la semaine prochaine. Salut à tous. Toujours novateur en matière de communication, Nicolas Sarkozy a beau se tenir officiellement